Traoré s'était rendu à Moscou, et Vladimir Poutine l'avait reçu avec les honneurs que seuls les alliés stratégiques reçoivent. Mais ce que beaucoup ignoraient, c'est que cette rencontre, bien que saluée par le Kremlin, avait déclenché un tollé dans les milieux les plus obscurs du pouvoir américain. À Mar-a-Lago, loin du tumulte officiel, Donald Trump recevait un rapport classé top secret. Il avait beau être hors de la Maison-Blanche, son réseau, lui, n'avait jamais cessé d'opérer. Des anciens du Pentagone, des officiers de la CIA, des hommes d'affaires aux poches profondes et aux intérêts vastes, tous partageaient une même crainte. Ibrahim Traoré, en refusant les dictats de l'Occident et en se rapprochant du bloc Russie-Chine, réveillait l'espoir d'une Afrique affranchie. Et ça, Washington ne pouvait le tolérer. Le document sur le bureau de Trump était clair. Si rien n'est fait, le Burkina Faso deviendra un hub de pénétration russe et un symbole de rupture pour toute l'Afrique de l'Ouest. L'effet domino pourrait être irréversible. Trump s'était levé d'un bond, fulminant. Il croit quoi, ce petit capitaine? Qu'il va défier l'ordre mondial sans en payer le prix? On va l'écraser avant qu'il ne devienne un modèle. La colère de l'ancien président n'était pas seulement idéologique. Elle était aussi personnelle. Car en coulisses, un projet d'accès aux mines stratégiques du Sahel, en particulier au lithium et à l'uranium du Burkina, avait été discrètement négocié entre ses réseaux économiques et l'ancien régime burkinabé. L'arrivée de Traoré avait balayé ces accords comme une tempête efface des traces dans le sable. Pire, il avait même confié ses richesses à des entreprises russes. Un plan se mit en place. Trump ne voulait pas que les États-Unis agissent officiellement, le risque de scandale et de guerre ouverte était trop élevé. Il contacta donc des mercenaires privés, des anciens de Blackwater, aujourd'hui sous des noms différents. Objectif: créer le chaos à Ouagadougou, affaiblir Traoré de l'intérieur. Et surtout, le discréditer. Mais Traoré, bien que jeune, n'était pas naïf. Il savait que chaque geste qu'il posait était observé, analysé, interprété. Un matin, il reçut une note confidentielle transmise par son réseau de renseignement. Des agents paramilitaires liés à des structures américaines ont été identifiés au Niger et au Ghana. Ils pourraient tenter d'infiltrer Ouagadougou. Il convoqua une réunion d'urgence au Conseil présidentiel, dans la base ultra-sécurisée de Cambouinsé. L'heure était grave. Ils vont tout faire pour me faire tomber. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que je suis prêt à mourir pour ce combat. Pendant ce temps, à New York, un ancien conseiller de Trump, discret mais très influent, organisait une réunion avec des chefs de lobby énergétique. Le Burkina Faso ne peut pas sortir du cercle. Ce Traoré est un risque. Il faut le neutraliser. La machine s'activait, froide, méthodique, comme une horloge qui sonnait l'heure de la déstabilisation. Mais à Moscou, un autre jeu se jouait. Poutine, qui voyait en Traoré une version contemporaine de Thomas Sankara, avait décidé de lui fournir des conseillers militaires, des systèmes de surveillance avancés, et surtout un logiciel d'alerte stratégique développé par les Russes pour détecter les opérations clandestines occidentales. L'un des généraux russes résuma la situation à Traoré lors d'un appel codé. « Vous êtes l'allumette. Nous sommes la poudre. Et l'Afrique, le feu qui couve. Si vous tenez, l'histoire retiendra votre nom. » Dans l'ombre, Trump préparait un message. Une vidéo. Une menace. Elle devait être diffusée à un moment précis, déclenchant une guerre de perception, une guerre psychologique. Une voix off, un fond sombre et cette phrase. Vous avez choisi votre camp, capitaine. Mais chaque choix a un prix. Ce message, capté par les services burkinabés avant sa diffusion, mit Traoré en alerte maximale. Il comprit que ce n'était plus une lutte politique. C'était une guerre totale. Et elle ne faisait que commencer. Le soleil brûlant de Ouagadougou semblait indifférent au jeu de l'ombre qui s'activait sous sa lumière. Dans le silence feutré de la présidence, le capitaine Ibrahim Traoré scrutait un écran de contrôle relié directement à une cellule secrète de renseignement. Depuis que les agents liés à Trump avaient été repérés à la frontière, un protocole de surveillance avait été enclenché. Désormais, chaque mouvement suspect, chaque appel crypté, chaque transaction non expliquée faisait l'objet d'un suivi minutieux. Mais ce n'était pas une guerre conventionnelle. C'était une guerre des nerfs, une guerre invisible. Traoré savait que les prochaines semaines seraient déterminantes. Ce que les grandes puissances ne comprenaient pas, c'est qu'il n'était pas un homme politique classique. Il n'était pas là pour négocier des miettes. Il portait un rêve, un flambeau hérité des voix éteintes trop tôt, Sankara, Lumumba, Kadhafi. Il n'était pas là pour diriger un État. Il était là pour libérer un continent.
Le soir même, dans un bunker sécurisé à l'est de la capitale, il rencontra ses 3 principaux stratèges. Il y avait le colonel Diawara, ancien formateur des commandos, discret mais redoutable, la commandante Aminata Kaboré, cyberanalyste formée à Moscou, experte en guerre électronique, et enfin, un homme que peu connaissaient, surnommé le Fantôme, ex-agent de la DGSE française, retourné par conviction au service de la cause africaine. Ils ne vont pas attaquer frontalement, capitaine, lança Aminata en tapotant sur son écran. Mais ils ont activé plusieurs réseaux dormants dans la région. Les ONG suspectes, les médias alignés, les influenceurs à la solde de la CIA. Tout ça prépare une campagne de discrédit. Vous serez accusé de dictature, d'accointance avec le Kremlin, de massacre contre les droits de l'homme. Traoré hocha lentement la tête. Il connaissait la méthode. On isolait d'abord le leader, ensuite on le diabolise, puis on l'assassine physiquement ou symboliquement. Mais ce que les Américains n'avaient pas anticipé, c'est que le Burkina Faso, depuis l'alliance avec Moscou, avait mis en place une triple ligne de défense, physique, médiatique et numérique. La population avait été formée à résister aux manipulations. Des milices populaires avaient été organisées dans les campagnes. Et surtout, grâce aux outils russes, des faux comptes sur les réseaux sociaux pro-occidentaux avaient été identifiés et neutralisés. Pendant ce temps, à Washington, Trump tenait une réunion confidentielle avec 2 hommes clés, Eric Prince, fondateur de Blackwater, et un ex-lobbyiste de Chevron. La décision fut prise. Il financerait une opération baptisée Dust Storm. Objectif: faire exploser le pays de l'intérieur en utilisant des leaders d'opposition, des groupes armés au nord, et une campagne médiatique internationale. Mais un événement inattendu changea la donne. Depuis Bamako, le président Assimi Goïta, autre figure de la rupture ouest-africaine, contacta Traoré. Ibrahim, les mêmes mouvements apparaissent ici. On pense qu'ils veulent frapper plusieurs pays en même temps pour éviter une riposte coordonnée. Une réunion secrète fut décidée entre Traoré, Goïta et le président guinéen Doumbouya. Le sommet eut lieu dans une base souterraine près de la frontière malienne. À huis clos. Là, une stratégie fut élaborée. Un pacte de défense mutuelle contre toute opération étrangère directe ou indirecte. Mais ce pacte ne fut pas annoncé publiquement. Il resta dans les ombres, attendant l'heure. À Moscou, Poutine reçut l'information. Il convoqua un de ses généraux et dit simplement: « Ces jeunes Africains sont plus solides qu'on ne le croyait. Préparez les cargaisons. S'il y a une tempête, nous les aiderons à la traverser. » Le lendemain, à Ouagadougou, un jet non identifié survola brièvement la ville avant de disparaître. L'armée burkinabé lança un état d'alerte. Le jet venait de l'Afrique du Sud mais avait fait escale à Djibouti, siège de la principale base Africom sur le continent. Les soupçons étaient clairs: une mission de reconnaissance, peut-être une tentative d'élimination. Mais ce que Trump ignorait encore, c'est que dans les quartiers les plus pauvres de Ouagadougou, une armée silencieuse s'éveillait. Des jeunes, formés à la résistance, se disaient prêts à défendre Traoré, non pour lui, mais pour ce qu'il représentait, un espoir de dignité. Et cet espoir, aucun drone, aucune sanction, aucune menace ne pouvait l'effacer. La tension montait. L'affrontement se rapprochait. Traoré, assis dans son bureau, fixait la photo de Sankara au mur. Il murmura: « Ils viendront. Et nous les attendrons. » La chaleur du Sahel enveloppait Ouagadougou comme un manteau de feu, mais c'était une autre forme de brûlure qui consumait Ibrahim Traoré en cette fin de matinée. Dans son bureau sécurisé, un document classé ultra confidentiel venait de lui être remis par le fantôme. Ce dernier, figure de l'ombre qui avait infiltré plusieurs réseaux occidentaux, posait un regard grave sur le capitaine. « Il prépare quelque chose de grand, capitaine. Ils ont rassemblé plusieurs mercenaires à Agadez, au Niger. On parle de vétérans des Black Ops, venus de Pologne, des États-Unis, même d'Afrique du Sud. Leur cible n'est pas que vous, c'est l'Alliance elle-même. » Traoré resta silencieux quelques instants, puis demanda: « Quel est leur plan ?» D'abord, créer un incident. Un convoi humanitaire piégé ou une fausse bavure de l'armée. Ensuite, des images trafiquées. Et enfin, une intervention dite de maintien de la paix. Mais la vérité, c'est une tentative d'enlèvement. Le capitaine ferma les yeux, brièvement. Il avait vu cela arriver à Kadhafi. Il avait lu chaque ligne du rapport sur la chute du guide libyen. Les promesses de négociation, les appels à la retenue, les manipulations médiatiques.
puis l'exécution, barbare, filmé, humilié. Il savait que s'il échouait, ce serait le même sort. Mais il n'était pas seul. Le soir même, un message codé fut transmis à Moscou, phase de brouillard activée. En réponse, un Antonov russe, sans identification, atterrit dans une zone reculée du Sahel, non loin de la frontière malienne. Il transportait des équipements de contre-espionnage, des drones furtifs, et surtout, des instructeurs. Non pas pour l'armée régulière, mais pour les cellules autonomes mises en place par Traoré dans les villages, les quartiers, les zones oubliées de la guerre. La résistance n'était plus militaire. Elle était populaire. Pendant ce temps, à Mar-a-Lago, Donald Trump ruminait. Ce Traoré, il me défie. Et les autres le regardent. C'est une contagion. On ne peut pas permettre à un gamin en treillis de faire trembler l'ordre établi. Autour de lui, ses conseillers faisaient semblant de l'écouter. Mais en coulisses, le Pentagone, la CIA et même certains proches du département d'État estimaient que l'ancien président allait trop loin. Son obsession pour la Russie, son mépris pour l'Afrique, et sa volonté de revanche personnelle transformaient une affaire régionale en un brasier mondial. Mais Trump n'en démordait pas. Il ordonna le lancement de l'opération Iron Cross, un plan plus radical que Dust Storm. Il s'agissait désormais de retourner un homme de confiance autour de Traoré. Un proche. Quelqu'un qui avait accès au mouvement du président burkinabé. Mais là encore, Trump sous-estimait son adversaire. Depuis des mois, Traoré testait ses collaborateurs. Faux plans de déplacement, fausses réunions. Chaque fois, il observait les fuites, les réactions, les messages interceptés. Et c'est ainsi qu'il découvrit l'infiltré, le lieutenant T, officier de liaison chargé de la logistique présidentielle, recruté en douce par un ancien réseau de la CIA basé au Ghana. Le jour même, T fut convoqué dans une salle sans fenêtre, encadré par 2 commandos masqués. Ce que Traoré lui dit ne fut jamais enregistré, mais lorsqu'il sortit de la pièce, le lieutenant tremblait, le regard perdu. Il fut ensuite discrètement transféré dans un lieu tenu secret. Mais Traoré n'en fit pas un exemple. Il comprit que pour chaque homme retourné, 10 autres pouvaient l'être, si la peur ou l'argent entraient en jeu. Il fallait frapper un grand coup, un message au monde. Ce fut la genèse de l'opération Bambara. Une mission audacieuse, révéler au monde les plans d'ingérence américaine en Afrique, preuve à l'appui. Des documents, des écoutes, des images satellitaires compilées et prêtes à être diffusées sur les chaînes panafricaines, russes, et même certaines chaînes dissidentes aux États-Unis. Le jour choisi fut symbolique, l'anniversaire de Thomas Sankara. Devant une foule dense à Ouagadougou, Ibrahim Traoré monta sur scène, vêtu simplement de son treillis vert. Derrière lui, un écran géant projetait les preuves irréfutables de la collusion entre certains groupes américains, des sociétés minières, des agences de renseignement et des politiciens africains corrompus. Ce que vous voyez ici, ce ne sont pas des théories. Ce sont des faits. On veut nous faire croire que nous sommes faibles. Qu'ils peuvent nous manipuler. Mais l'Afrique se lève. Et plus jamais, nous ne courberons l'échine. Le tonnerre d'applaudissements qui suivit fut repris dans tout le continent. À Bamako, à Conakry, à Niamey, des foules sortirent spontanément. Le monde avait vu. L'Afrique avait parlé. À Mar-a-Lago, Trump jeta son verre contre le mur. Il veut la guerre. Il l'aura. Mais même là, au sommet de sa colère, il ne savait pas qu'un autre piège l'attendait déjà.